C'est vers la fin du XIXe siècle que l'étude du développement embryonnaire des vertébrés a commencé. Parmi les organismes les plus abordables, les amphibiens ont très rapidement représenté un matériel de choix. Tritons, grenouilles et crapauds pondent leurs œufs dans l'eau douce. La transparence de la gangue qui entoure leurs œufs permet une observation directe du développement embryonnaire. En raison de l'ensemble des connaissances dont nous disposons sur le plan morphologique, cellulaire et moléculaire, le xénope ou crapaud à griffes Xenopus levis émerge aujourd'hui comme espèce modèle pour l'étude du développement embryonnaire. Originaires d'Afrique du Sud, les xénopes se reproduisent dans les étangs permanents durant la saison des pluies. Le mâle est toujours plus petit que la femelle. L'accouplement est pelvien, c'est-à-dire que le mâle monte sur la femelle et la saisit au niveau de l'abdomen. Il s'accroche grâce à des callosités rugueuses et noirâtres situées sur la face interne des membres antérieurs. La femelle porte des papilles anales qui encadrent l'orifice cloacal. Durant la ponte, ces papilles deviennent turgescentes et guident la sortie des œufs. Pendant l'accouplement, la femelle libère des ovocytes par lot de quelques dizaines. Ils sont aussitôt fécondés par la semence émise par le mâle. Les spermatozoïdes nagent en tous sens pour atteindre les ovocytes. Durant 4 jours, l'œuf fécondé passe par plusieurs stades embryonnaires. Le clivage ou division cellulaire, les remaniements cellulaires de la gastrulation, l'ébauche du système nerveux durant la neurulation et l'organogénèse qui modèle le corps du futur tétard. Une femelle de grande taille peut pondre plus d'1 millier d'œufs, appelés ovocytes. Dans les ovaires, ils s'accroissent en accumulant des réserves nutritives ou vitellus. Ils atteignent 1,5 mm de diamètre. Après l'ovulation, ils transitent dans l'oviducte et s'accumulent à sa base. Ils seront pondus au moment de l'accouplement. L'ovocyte montre alors une polarité axiale. On distingue l'hémisphère animal pigmenté et l'hémisphère végétatif clair. Au niveau équatorial, s'observe souvent une bande annulaire plus blanche. Une zone claire ou tache de maturation marque le pôle animal.
l'ovocyte peut être fécondé. Au sortir de la femelle, les ovocytes sont entourés d'une épaisse couche de gangue mucilagineuse, collante, qui les retient sur les plantes aquatiques. Parvenu au contact de la gangue, le spermatozoïde fécondant s'y engage et la traverse jusqu'à l'ovocyte. L'impact du spermatozoïde provoque une contraction pigmentaire sous la forme d'une tache sombre dans l'hémisphère animal. En entrant dans le cytoplasme, il emporte un peu de pigment qui forme la traînée spermatique. Le noyau du spermatozoïde, ou pronucléus mâle, migre à la rencontre du noyau de l'ovocyte, ou pronucléus femelle, grâce au cytosquelette. Leur fusion, ou amphimixie, a lieu au centre de l'hémisphère animal. L'ovocyte devient un œuf fécondé. Des transformations morphologiques apparaissent. La première consiste en une rotation d'équilibration par rapport à la pesanteur. Les œufs fécondés s'orientent, pôle animal vers le haut. L'ovocyte est entouré par la membrane vitelline, étroitement accolée à la membrane plasmique. 20 minutes après la piqûre du spermatozoïde, la membrane vitelline se soulève en une membrane de fécondation, créant un espace périvitellin. L'œuf n'est plus solidaire de ses enveloppes, son centre de gravité étant situé dans l'hémisphère végétatif. Il bascule, pôle animal au-dessus. La deuxième modification consiste en une dépigmentation à l'opposé de l'entrée du spermatozoïde. C'est le croissant gris. Il marque la face dorsale. L'œuf fécondé est symétrisé. Au total, les futurs axes de l'individu sont reconnaissables dans l'œuf avant la formation de l'embryon. Une heure et demie environ après la fécondation, commence la période de clivage. Un premier sillon divise l'œuf selon un méridien en deux cellules ou blastomères semblables. Un deuxième sillon, également méridien, est perpendiculaire au premier et forme 4 cellules de même taille. Un troisième sillon, latitudinal, sépare 2 groupes de cellules dissymétriques. 4 micromères dans l'hémisphère animal et 4 macromères dans l'hémisphère végétatif. Les plans de clivage se succèdent rapidement. Au terme de cette intense période de mitose, l'embryon prend le nom de blastula. À ce stade, il compte plusieurs milliers de cellules. Après avoir enlevé la membrane de fécondation, une dissection permet de mettre en évidence la formation d'une cavité située dans l'hémisphère animal, le blastocèle. Cette organisation est confirmée en coupe histologique. Remarquons la différence de taille entre les macromères végétatifs et les micromères animaux. Pendant la période de clivage, émergent les 3 tissus embryonnaires fondamentaux: ectoderme, endoderme et mésoderme. L'ectoderme, à l'origine de l'épiderme ventral et du neuroderme dorsal, se situe dans l'hémisphère animal.
L'endoderme, à l'origine du tube digestif, se trouve dans l'hémisphère végétatif. Le mésoderme, à l'origine entre autres de tissus osseux et musculaires dorsaux, se développe dans la zone équatoriale. À la fin du clivage, les territoires présomptifs sont définis. Après le clivage, soit 12 heures après la fécondation, des mouvements cellulaires modifient la répartition des tissus embryonnaires. C'est l'étape de la gastrulation. Afin de l'observer aisément, on enlève la membrane de fécondation et on retourne l'embryon qui tient en équilibre pôle végétatif vers l'observateur. Une petite encoche apparaît dans la région dorsale, c'est le blastopore. L'encoche blastoporale croît latéralement en un sillon incurvé. On parle de stade anse de panier. Puis le sillon s'incurve ventralement, c'est le stade fer à cheval. Il devient circulaire et englobe les grosses cellules de l'hémisphère végétatif qui forment le bouchon vitellin. Le cercle se réduit, car le bouchon vitellin est recouvert par les tissus environnants. On dit qu'il est internalisé. La fin de la gastrulation est marquée par la persistance du blastopore sous la forme d'une fente blastoporale. Les mouvements cellulaires de la gastrulation sont mis en évidence en marquant des groupes de cellules à l'aide de colorants vitaux tels que le rouge neutre. Ici, un fragment de gel d'agar renfermant du bleu de Nil est apposé au-dessus de l'encoche blastoporale sur le territoire appelé lèvre dorsale du blastopore. Les cellules marquées en bleu se dirigent vers le blastopore, tournent sur son bord pour finalement rentrer dans l'embryon. On parle des mouvements d'invagination. Une coupe sagittale permet de suivre le déplacement des tissus depuis le début de la gastrulation. À la manière d'un tapis roulant, les tissus de la lèvre dorsale du blastopore s'enroulent et se replient sur eux-mêmes. Puis, ils s'accrochent et migrent sur une matrice extracellulaire protéique organisée sur le plafond du blastocèle. Ici, vue chez une autre espèce. Et les mouvements précoces de la gastrulation sont donc des migrations cellulaires. D'autres mouvements concernent les tissus dorsaux. Au-dessus de la lèvre dorsale du blastopore, la marque colorée se rétrécit latéralement vers le plan sagittal. Il s'agit des mouvements de convergence. En même temps, elle s'allonge vers le blastopore. Ce sont les mouvements d'extension. L'ensemble convergence-extension pousse les tissus vers le blastopore et les force à s'invaginer par le bord d'enroulement. Lors de la convergence, les cellules situées latéralement se rapprochent du plan sagittal en s'intercalant, ce qui provoque l'extension des tissus. La migration et la convergence-extension favorisent l'invagination du mésoderme, ici en rouge. Le mésoderme et l'endoderme qui rentrent dans l'embryon comblent progressivement la cavité du blastocèle.
une nouvelle cavité appelée archentéron se crée. Elle reste en communication avec l'extérieur au niveau du blastopore, qui sera à l'origine du proctodéum ou anus. Au stade suivant, la cavité de l'archentéron s'est élargie. C'est l'origine du tube digestif. L'ouverture des embryons colorés montre les tissus internes marqués. Ici, la marque colorée se retrouve dans les tissus de la future tête. Là, elle se situe dans la région dorsale du tronc. La contrepartie de l'invagination du mésoderme et de l'internalisation de l'endoderme est l'étalement de l'ectoderme à la surface de l'embryon, ou épibolie. À la fin de la gastrulation, l'endoderme se trouve en position profonde, l'ectoderme superficiel et le mésoderme en position intermédiaire. « 22 heures environ après la fécondation, l'embryon commence à s'allonger. C'est la neurulation. La plaque neurale, limitée par les bourrelets neuraux, apparaît sur la face dorsale. Il dérive du neuroderme et constitue l'ébauche du système nerveux. Les bourrelets neuraux se soulèvent et la plaque neurale s'enroule. Ils se soudent l'un à l'autre et forment le tube neural. Celui-ci est à l'origine du cerveau, dans la région antérieure, et de la moelle épinière dans la région troncale. Au moment de la soudure des bourrelets neuraux, un petit groupe de cellules se détache et migre latéralement au tube neural. Ce sont les cellules des crêtes neurales à l'origine d'une grande diversité de dérivés, tels que les ganglions rachidiens. « 30 heures après la fécondation, l'allongement de l'embryon continue par la formation de l'ébauche caudale. Cette nouvelle structure caractérise le stade du bourgeon caudal. Le corps du futur tétard se modèle. Au niveau de la tête apparaissent les ébauches des yeux et des branchies. Sur le tronc, on remarque le pronéphros, à l'origine du rein, et les somites, destinés à former des muscles. Un organe adhésif antérieur ou ventouse permettra au jeune tétard de se fixer sur la végétation aquatique. Plus en arrière se trouve la région cardiaque. Ces débris cellulaires sont éliminés par l'anus, dérivé du blastopore. Deux jours environ après la fécondation, l'embryon sort de ses enveloppes. C'est l'éclosion. Toutes ces ébauches que nous venons de voir se différencient et deviennent progressivement fonctionnelles. L'œil se pigmente. Cette coupe transversale montre les yeux disposés latéralement au cerveau dorsal. Plus bas, la ventouse est formée de grandes cellules pigmentées. Au niveau postérieur de la tête se situe le cerveau, la corne et de chaque côté l'oreille interne.
la cavité buccale ou pharynx. Plus bas, les cavités cardiaques sont bien individualisées. Elles comportent des cellules sanguines ou hématies. À ce stade, les battements cardiaques commencent à être perceptibles par transparence. À mesure que la différenciation se poursuit, la pigmentation du futur tétard apparaît sous forme de cellules pigmentaires ou chromatophores, dérivées des crêtes neurales. Dans la région dorsale, les muscles sont disposés en chevrons. Et ils assurent les premiers mouvements spontanés de l'embryon au moment de l'éclosion. Une coupe frontale antéro-postérieure permet de voir les masses musculaires répétitives issues des somites. On dit qu'ils sont métamérisés. Le bourgeon caudal âgé, dont la bouche n'est pas encore ouverte, sécrète au niveau de la ventouse un mucus visqueux et collant qui lui permet de se suspendre sous la surface de l'eau ou de se fixer au substrat environnant. À mesure que le jeune tétard grandit, sa bouche s'ouvre. Il se déplace plus souvent, son corps devient translucide. Son comportement alimentaire est caractéristique des xénopes. Il se nourrit de micro-organismes qu'il prélève au fond des mares. Il pratique alors une nage quasi stationnaire en restant oblique par rapport à la verticale. Seule l'extrémité de sa nageoire caudale bat selon une périodicité élevée afin de maintenir sa position. Sa bouche s'ouvre à intervalles réguliers. Il crée un courant d'eau chargé en particules et micro-organismes dont il se nourrit. Ces très gros plans permettent de voir les narines reliées au cerveau par les nerfs olfactifs. Ici, le nerf optique relie l'œil au cerveau. La transparence des tissus permet, là encore, d'observer les battements cardiaques ainsi que la circulation sanguine. Au cours de la croissance du tétard, les membres s'édifient. Les membres postérieurs en palette sont déjà palmés. Les membres antérieurs apparaissent. La queue natatoire régresse, c'est la métamorphose. Deux mois après la fécondation, le jeune xénope ressemble en tout point à ses parents. Cependant, il lui faudra attendre de longs mois avant de parvenir à la taille adulte et assurer à son tour la continuité de son espèce.